voudrais aujourd'hui essayer de terminer ce que j'avais commencé à vous dire à propos du néolibéralisme allemand de l'après-guerre. Ce néolibéralisme dont nous sommes les contemporains et dans lequel nous sommes de fait impliqués. Bon, vous vous souvenez que j'avais essayé de vous montrer quel avait été le problème posé au XVIIIe siècle par la question du marché. Le problème était en effet comment, à l'intérieur d'un État donné, et dont la légitimité, bien entendu, ne pouvait pas être mise en question, du moins à partir de là, comment, à l'intérieur d'un État donné, est-ce qu'il était possible de faire place à une liberté de marché qui était, historiquement, qui était aussi juridiquement quelque chose de nouveau, dans la mesure où, dans l'état de police tel qu'il fonctionnait au XVIIIe siècle, la liberté ne se définissait guère que comme liberté de privilège, liberté réservée, liberté liée à un statut, liberté liée à un métier, liberté liée à une concession du pouvoir, etc. Liberté de marché comme liberté de laisser faire, comment était-elle possible à l'intérieur donc d'un état de police? C'était ça le problème, et vous vous souvenez que la réponse donnée par le XVIIIe siècle était finalement simple, elle consistait à dire, eh bien, ce qui va donner place, ce qui va permettre d'insérer une liberté de marché à l'intérieur de la raison d'État et à l'intérieur du fonctionnement de l'état de police, eh bien, c'est tout simplement que ce marché ainsi laissé à lui-même, ce marché régi par le laisser-faire, va être en principe d'enrichissement, de croissance et par conséquent de puissance pour l'État. Vers plus d'État, par moins de gouvernement. C'était ça, en somme, la réponse du XVIIIe siècle. Bon, le problème qui s'est posé à l'Allemagne en 1945, enfin 1948 exactement, si on se réfère à ces textes et à ces décisions dont je vous parlais la dernière fois. Le problème qui s'est posé à ce moment-là était évidemment un problème très très différent et inverse, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer la dernière fois, c'est-à-dire que le problème était soit, si j'ose dire, un État qui n'existe pas, soit la tâche de faire exister un État. Eh bien, comment légitimer, en quelque sorte par avance, cet État futur, comment le rendre acceptable à partir d'une liberté économique qui va à la fois assurer sa limitation et lui permettre d'exister. Donc, c'était ça le problème, c'était ça que j'avais essayé de, cette question que j'avais essayé de cerner la dernière fois, et qui constitue, si vous voulez, l'objectif premier, historiquement premier, politiquement premier du néolibéralisme. Et maintenant, il faut essayer d'examiner d'un peu plus près la réponse. Comment donc la liberté économique peut-elle être à la fois fondatrice et limitatrice, garantie et caution d'un État? Bon, alors ceci, évidemment, demande la réélaboration d'un certain nombre d'éléments fondamentaux dans la doctrine libérale. Je ne dis pas tellement dans la théorie économique du libéralisme que dans le libéralisme comme art de gouverner, ou si vous voulez, comme doctrine de gouvernement. Bon. Alors, je vais rompre un peu avec mes habitudes, c'est-à-dire que je vais tout de même vous dire 2 ou 3 mots de la biographie de ces gens qui ont été autour du chancelier, enfin du futur chancelier Erhard, ceux qui ont programmé cette nouvelle politique économique, cette nouvelle manière d'articuler économie et politique et qui caractérise la République fédérale allemande contemporaine. Qui étaient ces gens? Bon, dans cette commission scientifique dont je vous avais parlé et qui a été réunie par Erhard en 1948, il y avait un certain nombre de gens, dont les principaux étaient d'abord quelqu'un qui s'appelait Walter Eucken. Eucken, qui était un économiste de profession, élève au début du XXe siècle d'Alfred Weber, le frère de Max Weber. Eucken avait été nommé professeur d'économie politique à Fribourg en 1927, et c'est là qu'il avait fait la connaissance de Husserl, qu'il s'était frotté de phénoménologie, qu'il avait connu
un certain nombre de ces juristes qui ont été finalement si importants dans la théorie du droit en Allemagne au XXe siècle, ces juristes eux-mêmes frottés de phénoménologie et qui essayaient de réélaborer une théorie du droit qui échappe aussi bien aux contraintes de l'historicisme du XIXe siècle que de la conception formaliste, axiomatique, étatique de Kelsen. Bon, et cet Eucken avait, dès 1933, je ne sais plus très bien la date, écrit un article qui a eu à ce moment-là un grand retentissement contre l'application éventuelle des méthodes keynésiennes en Allemagne pour résoudre la crise, méthode keynésienne qui, vous le savez, était à cette époque-là prônée en Allemagne, soit par quelqu'un comme Lautenbach, soit comme quelqu'un comme le docteur Scharp. Bon, Eucken reste silencieux pendant la période nazie. Il est toujours professeur à Fribourg. En 1936, il fonde une revue qui s'appelle Ordo. Et en 1940, il publie un livre qui porte le titre un peu paradoxal de Grundlagen der Nationalökonomie, alors qu'en réalité ce n'est pas d'économie nationale qu'il est question dans ce livre, mais justement de quelque chose qui est fondamentalement, doctrinalement, politiquement opposé à l'économie nationale. Et c'est lui qui, autour de cette revue Ordo qu'il dirige, constitue, si vous voulez, cette école d'économistes qu'on appelle l'école de Fribourg, ou encore les Ordo libéraux. C'est lui qui, donc, est un des conseillers, et sans doute le principal de ces conseillers scientifiques que Erhard avait réunis en 1948. Il y a donc Eucken dans cette commission, il y a aussi Franz Böhm, qui lui justement est un de ces juristes de Fribourg, phénoménologue de formation, ou en tout cas jusqu'à un certain point disciple de Husserl. Ce Franz Böhm devient par la suite député au Bundestag, et il a jusque vers les années 70 une influence décisive dans la politique économique de l'Allemagne. Il y a également toujours dans cette commission Müller-Armack, qui lui est un historien de l'économie, professeur je crois à Fribourg, mais ça je n'en suis pas absolument sûr, qui a écrit en 1941 un livre fort intéressant qui porte le titre curieux de Généalogie du style économique, dans lequel il essaie justement de définir, en dehors de ce qui est la théorie économique pure et la politique économique pure, quelque chose qui serait quelque sorte un art de gouverner économique, de gouverner économiquement, et qu'il appelle le style économique. C'est ce Müller-Armack qui va devenir secrétaire d'État de Ludwig Erhard quand il est ministre de l'économie, et c'est un des négociateurs du traité de Rome. Bon, voilà avec d'autres, quelques-uns des personnages de cette commission scientifique. Il faudrait citer en fait derrière eux un certain nombre d'autres gens qui eux aussi ont eu une importance directe sur cette nouvelle définition du libéralisme, de l'art libéral de gouverner. Ils n'ont pas fait partie de cette commission, mais de fait ils en ont été, certains d'entre eux au moins, les inspirateurs, le principal étant évidemment Wilhelm Röpke, qui était un économiste de la période de Weimar, qui a été un des conseillers de Schleicher et qui devait devenir ministre de Schleicher si Schleicher n'avait pas été congédié au profit de Hitler en début 1933. Ce Röpke est lui aussi un anti-keynésien et il est obligé de s'exiler en 1933. Il va à Istanbul, il s'installe à Genève, c'est là qu'il reste d'ailleurs jusqu'à la fin de sa carrière, et c'est en 1950 qu'il publie un petit livre qui s'appelle Orientation de la politique économique allemande, préfacé par Adenauer, et qui représente en quelque sorte le manifeste le plus clair, le plus simple, le plus tranchant de cette nouvelle économie politique. Bon, il faudrait en ajouter d'autres, il faudrait parler de Rustov également. J'ajoute à propos de Röpke qu'il a écrit pendant la période de guerre et juste après la guerre une espèce de grande trilogie qui est en quelque sorte la Bible avec les Grundlagen der Nationalökonomie, qui est la Bible de cet ordo-libéralisme, de ce néolibéralisme, une œuvre en 3 volumes dont le premier porte le titre de Gesellschaftskrise, la crise de la société, terme dont vous connaissez le triste destin dans vos
vocabulaire politique contemporain, mais qui se référait explicitement, bien sûr, à la crise des sciences européennes de Husserl. Il y a Rustov aussi, il y a un personnage alors également très important qui n'a pas fait partie de la commission lui non plus, mais qui a été un des inspirateurs, ou plutôt dont la carrière, dont la trajectoire a finalement été très importante dans la définition du néolibéralisme contemporain. C'est quelqu'un qui vient d'Autriche, un Autrichien, von Hayek, il vient d'Autriche, il vient du néolibéralisme, il émigre au moment de l'Anschluss ou juste avant l'Anschluss. Il va en Angleterre, il va également aux États-Unis, il a été très manifestement un des inspirateurs du libéralisme américain contemporain, ou de l'anarcho-capitalisme si vous voulez, et il revient en Allemagne en 1962 où il est nommé professeur à Fribourg, et ainsi le cercle est bouclé. Bon, si je vous évoque ces petits détails biographiques, bon, c'est pour un certain nombre de raisons. D'abord, c'est que, vous le voyez, ce problème qui avait été celui de l'Allemagne en 1948, à savoir comment arriver à articuler l'une sur l'autre la légitimité d'un État et la liberté des partenaires économiques en admettant que c'est la seconde qui doit fonder la première, ou servir de caution à la première, ce problème, il est évident que ceux qui l'ont abordé et qui ont essayé de le résoudre à cette époque-là, ils avaient déjà une vieille expérience de ce problème. Et dès la République de Weimar, dont la légitimité étatique était sans cesse remise en question, et qui avait à se débattre à l'intérieur de problèmes économiques que vous savez, à l'intérieur même et à l'époque de cette République de Weimar, le problème était déjà posé, et c'est avec lui déjà que dès les années 1925-1930, ces gens comme Eucken, Böhm, Röpke, etc., avaient à se débattre. Bon. J'ai évoqué également quelques détails biographiques, enfin quelques repères biographiques, pour vous montrer aussi quelque chose qui mériterait peut-être d'être étudié d'un peu près, pour ceux qui s'intéressent à l'Allemagne contemporaine. C'est le curieux voisinage et comme parallélisme entre ce qu'on appelle donc l'école de Fribourg, ou les ordos libéraux, et puis leurs voisins, en quelque sorte, de l'école de Francfort. Parallélisme dans les dates, parallélisme également dans le destin, puisque une partie au moins de l'école de Fribourg a été, comme l'école de Francfort, dispersée et contrainte à l'exil. Même type d'expérience politique, et également même point de départ, puisque je crois que les uns et les autres, école de Fribourg comme école de Francfort, étaient partis en gros d'une problématique, j'allais dire politico-universitaire, qui se trouvait dominante dans l'Allemagne du début du XXe siècle, et qu'on peut appeler en quelque sorte le Weberisme. Enfin, je veux dire Max Weber, qui sert de point de départ aux uns et aux autres, et dont on pourrait, pour résumer schématiquement, pour schématiser d'une manière drastique sa position, on pourrait dire ceci, c'est que Max Weber fonctionne au début du XXe siècle en Allemagne comme celui, en gros, qui a déplacé le problème de Marx. Si Marx a essayé de définir et d'analyser ce qu'on pourrait appeler d'un mot la logique contradictoire du capital, le problème de Max Weber, et ce que Max Weber a introduit à la fois dans la réflexion sociologique, dans la réflexion économique et dans la réflexion politique allemande, ce n'est pas tellement le problème de la logique contradictoire du capital que le problème de la rationalité irrationnelle de la société capitaliste. Ce passage du capital au capitalisme, de la logique de la contradiction au partage du rationnel et de l'irrationnel, c'est, je crois, encore une fois d'une façon très schématique, ce qui caractérise le problème de Max Weber. Bon, et on peut dire en gros que aussi bien l'école de Francfort que l'école de Fribourg, aussi bien Horkheimer que Eucken, ont repris ce problème, simplement dans deux sens différents, dans deux directions différentes, puisque, en gros, là encore schématiquement, le problème de l'école de Francfort, c'était de savoir, de déterminer quelle pourrait être la nouvelle rationalité sociale qui pourrait être définie et formée de manière à annuler l'irrationalité
économique. En revanche, le déchiffrement de cette rationalité irrationnelle du capitalisme, qui était aussi le problème de l'école de Fribourg, eh bien des gens comme Eucken, Röpke, etc., vont essayer de le résoudre d'une autre façon, non pas retrouver, inventer, définir la nouvelle forme de rationalité sociale, mais définir ou redéfinir ou retrouver la rationalité économique qui va permettre d'annuler l'irrationalité sociale du capitalisme. Donc deux voies, si vous voulez, à inverse pour résoudre le même problème. Rationalité ou irrationalité du capitalisme, je ne sais, le résultat a tout de même été ceci, c'est que les uns et les autres, vous le savez, sont revenus en Allemagne après leur exil en 1945-47, enfin je parle de ceux bien sûr qui ont été contraints à l'exil, et l'histoire a fait que les derniers disciples de l'école de Francfort en 1968 se sont heurtés à la police d'un gouvernement qui était inspiré par l'école de Fribourg. Et se sont ainsi répartis de part et d'autre de la barricade. Tel a été finalement le destin double, à la fois parallèle, croisé et antagoniste du Weberisme en Allemagne. Bon. Si j'ai évoqué également ces détails de la carrière de ces gens qui ont inspiré la programmation de la politique néolibérale en Allemagne, c'est évidemment pour une troisième raison qui, elle, est évidemment la plus importante. C'est que l'expérience du nazisme a été pour eux au cœur même de leur réflexion. Et je crois qu'on peut dire que pour l'école de Fribourg, le nazisme a été en quelque sorte si vous voulez, le chemin de Damas épistémologique et politique. C'est-à-dire que le nazisme a été pour eux ce qui leur a permis de définir ce que j'appellerais le champ d'adversité qu'ils avaient à définir et qu'ils avaient à traverser pour atteindre leur objectif. Si vous voulez, en prenant les choses et en se proposant une analyse simplement stratégique, c'est-à-dire pas du tout exhaustive de ce que leur discours, je dirais qu'ils avaient au fond trois choses à faire. Premièrement, se définir un objectif. L'objectif, on l'a vu, on l'a analysé la dernière fois, cet objectif, c'était fonder la légitimité d'un État à partir d'un espace de liberté des partenaires économiques. Voilà l'objectif. Ça a été l'objectif de 1948, c'était au fond l'objectif déjà vers les années 1925-1930, même s'il était moins urgent, moins clair et moins net. Bon. Deuxièmement, ce qu'ils avaient à faire, c'était de définir, non pas simplement la série des adversaires auxquels ils pouvaient se heurter pour atteindre cet objectif, mais au fond, quel était le système général de tout ce qu'il pouvait se heurter, à quoi pouvait se heurter cet objectif et la recherche de cet objectif, c'est-à-dire l'ensemble allant de l'obstacle à l'adversaire, de l'obstacle à l'ennemi, qui constitue en gros le champ d'adversité auquel ils avaient affaire. Et troisième opération, bien sûr, c'était pour traverser ce champ d'adversité et atteindre leur objectif, comment est-ce qu'ils doivent distribuer ou redistribuer les ressources conceptuelles et techniques qu'ils ont à leur disposition. Ce sont ces deux derniers points de cette analyse stratégique, entre guillemets, que je voudrais un petit peu élaborer aujourd'hui. Bon, comment est-ce qu'ils ont constitué leur champ d'adversité, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont trouvé la logique globale de l'ensemble des obstacles ennemis et adversaires auxquels ils avaient affaire. Eh bien, c'est là où l'expérience du nazisme, je crois, était très importante. Pourquoi ? Bon, bien sûr, la pensée libérale allemande n'est pas née, même si elle a été relativement discrète, n'est pas née avec l'école de Fribourg. Il y avait déjà des années et des années que des gens, par exemple, comme Lujo Brentano, essayaient de soutenir, maintenir les thèses du libéralisme classique dans une atmosphère qui, bien sûr, ne lui était pas tellement favorable. Ce qu'on peut dire que, de façon très schématique, il existait en Allemagne, depuis pratiquement le milieu du XIXe siècle et arrivant successivement sur la scène de l'histoire, un certain nombre d'obstacles
majeure, de critique majeure au libéralisme et à la politique libérale. Là encore, pour schématiser beaucoup, premièrement, le principe qui pratiquement a été formulé dès 1840 par Liszt, qu'il ne peut pas y avoir, pour l'Allemagne du moins, de compatibilité entre une politique nationale et une économie libérale. L'échec du Zollverein pour constituer un État allemand à partir d'un libéralisme économique en était en quelque sorte la preuve. Et Liszt, les successeurs de Liszt, ont posé en principe que l'économie libérale était loin d'être la formule générale universellement applicable à toute politique économique, ne pouvait jamais être et n'était en fait qu'un instrument tactique ou stratégique entre les mains d'un certain nombre de pays pour obtenir une position économiquement hégémonique et politiquement impérialiste sur le reste du monde. En termes clairs et simples, le libéralisme, ce n'est pas la forme générale que toute politique économique doit adopter. Le libéralisme, c'est tout simplement la politique anglaise. C'est la politique de la domination anglaise. Bon. Dans cette mesure-là, l'Allemagne, c'est d'une façon générale aussi la politique adaptée à une nation maritime. L'Allemagne, avec son histoire, avec sa position géographique, avec tout l'ensemble de contraintes dans lesquelles elle est prise, l'Allemagne ne peut pas s'offrir une politique économique libérale, il lui faut une politique économique protégée. Deuxièmement, deuxième obstacle à la fois théorique et politique que le libéralisme allemand avait rencontré depuis la fin du XIXe siècle, c'était en gros, si vous voulez, le socialisme d'État bismarckien, c'est-à-dire cette idée que pour que la nation allemande existe dans son unité, il ne fallait pas simplement qu'elle soit protégée contre l'extérieur par une politique protectionniste, il fallait de plus qu'à l'intérieur, tout ce qui pouvait compromettre l'unité nationale soit maîtrisé, jugulé, et d'une façon générale, il fallait que le prolétariat, comme menace de l'unité nationale et de l'unité étatique, soit effectivement réintégré à l'intérieur du consensus social et politique. Bon, c'est en gros, si vous voulez, le thème du socialisme d'État bismarckien. Deuxième obstacle, par conséquent, à une politique libérale. Troisième obstacle, ça a bien entendu été, à partir de la guerre, le développement d'une économie planifiée, c'est-à-dire cette technique à laquelle l'Allemagne a bien été contrainte dans sa situation pendant la guerre, d'organiser une économie centralisée autour d'un appareil administratif qui prenait l'essentiel des décisions dans l'ordre de l'économie, attribuant les ressources rares, fixant le niveau des prix et assurant le plein emploi. Économie planifiée dont l'Allemagne n'est pas sortie à la fin de la guerre, puisque cette planification a été reconduite ensuite, soit par des gouvernements socialistes, soit par des gouvernements non socialistes, pratiquement depuis Rathenau jusqu'à 1933, l'Allemagne a vécu dans une économie qui, en tout cas, avait la planification, la centralisation économique comme forme, sinon constante, du moins récurrente. Enfin, quatrième obstacle, lui arrivé le plus récemment sur la scène historique de l'Allemagne, ça a été l'intervention, ou si vous voulez, le dirigisme de type keynésien. Depuis 1925 à peu près, à coup sûr en 1930, les keynésiens allemands, comme Lautenbach par exemple, adressent au libéralisme le type de critique que les keynésiens lui adressent en général, et ils proposent un certain nombre d'interventions de l'État sur les équilibres généraux de l'économie, de sorte que on avait dès avant la prise de pouvoir par le nazisme, 4 éléments: économie protégée, socialisme d'État, économie planifiée, intervention de type keynésien, 4 éléments qui constituaient autant de verrous contre une politique libérale. Et c'est autour de ces 4 verrous que toute une série de discussions, dès la fin du XIXe siècle, avaient été menées par les quelques partisans du libéralisme qui existaient en Allemagne. Et c'est en quelque sorte cet héritage dispersé
cette série de discussions dont les néolibéraux allemands vont hériter. Bon, je sais que je caricature la situation et qu'en fait, entre ces différents éléments, il n'y avait pas de discontinuité, mais une sorte de passage continu, de réseau continu. On est allé tout naturellement de l'économie protégée à l'économie d'assistance. La planification type Rathenau, par exemple, a été plus ou moins réutilisée dans une perspective keynésienne à la fin des années 20, 1930, bon, etc. Tout ceci, bien sûr, communiquait, mais ne formait pas un système. Or, ce que le nazisme, finalement, a apporté, ça a été la mise en coalescence stricte de ces différents éléments, c'est-à-dire l'organisation d'un système économique dans lequel l'économie protégée, l'économie d'assistance, l'économie planifiée, l'économie keynésienne former un tout solidement attaché, solidement lié, dont les différentes parties étaient solidement liées par l'administration économique qui était mise en place. Politique keynésienne du docteur Chartres, relayée en 1934 par le plan quadriennal dont Göring était le responsable, et pour lequel d'ailleurs il s'était entouré d'un certain nombre de conseillers qui étaient ceux de Rathenau. Planification qui avait un double objectif, d'une part assurer l'autarcie économique de l'Allemagne, c'est-à-dire un protectionnisme absolu, et d'autre part une politique d'assistance, tout ceci bien entendu entraînant des effets inflationnistes que la préparation à la guerre et que toute une économie, si vous voulez, militarisée, permettait d'éponger. Tout ceci formait un tout. Je dirais que le coup de force théorique, spéculatif, des néolibéraux allemands devant ce système nazi a été de ne pas dire, comme la plupart des gens le disaient à l'époque, et surtout les keynésiens, bien sûr, ça a été de ne pas dire ce système économique que les nazis mettent en place, c'est une monstruosité. Ils sont en train de combiner les uns avec les autres des éléments qui sont en fait hétérogènes, qui corsettent l'économie allemande à l'intérieur d'une armature qui est complètement, dont les éléments sont contradictoires les uns avec les autres, dont les éléments sont disparates. Le coup de force des néolibéraux, des ordolibéraux, ça a été de ne pas dire le nazisme, c'est le produit d'un état de crise extrême, c'est le point ultime vers lequel une économie et une politique qui n'ont pas pu surmonter leurs contradictions s'est trouvée portée. Et le nazisme, comme solution extrême, ne peut pas servir de modèle analytique à l'histoire générale, ou en tout cas à l'histoire passée du capitalisme et de son histoire en Europe. Les ordolibéraux refusent de voir dans le nazisme cette monstruosité, ce disparate économique, cette solution de dernier recours au point ultime de la crise. Ils disent, mais non, le nazisme, c'est une vérité. Ou plutôt, le nazisme, c'est le révélateur. C'est le révélateur de quelque chose. Ce quelque chose, c'est tout simplement le système de relations nécessaires qu'il y a entre ces différents éléments. Les néolibéraux disent, prenez n'importe lequel de ces éléments. Donnez-vous une économie protégée, ou bien donnez-vous une intervention de type keynésien. Bien sûr, c'est apparemment deux choses différentes, mais vous ne pourrez jamais développer l'une sans arriver d'une manière ou d'une autre à l'autre. C'est-à-dire que ces quatre éléments que l'histoire économique et politique allemande avait fait successivement apparaître sur la scène de l'action gouvernementale, ces quatre éléments, disent les néolibéraux, ce sont quatre éléments qui sont économiquement liés les uns aux autres, et vous n'échapperez pas aux trois autres si vous vous donnez l'un. Et reprenant ce schéma ou ce principe, ils étudient successivement différents types d'économies, la planification soviétique par exemple. Ils ont ensuite, ceux d'entre eux, comme Hayek qui connaissent bien les États-Unis, ont repris l'exemple du New Deal. D'autres ont repris l'exemple anglais, et en particulier les exemples de la politique keynésienne, des grands programmes type Beveridge mis au point pendant la guerre. Ils ont repris tout ça et ils ont dit, vous voyez que de toute façon, premièrement, ce sont les mêmes principes qui sont mis en jeu, et deuxièmement, chacun de ces éléments va attirer les trois autres.
Et c'est ainsi que Röpke, en 1943 ou 1944, je ne me souviens plus, a publié, ce qui ne manquait pas, si vous voulez, de hardiesse et de culot, une analyse du plan Beveridge qui avait été donc mis au point en Angleterre pendant la guerre, et il a dit aux Anglais, mais ce que vous êtes en train de vous préparer avec votre plan Beveridge, c'est tout simplement le nazisme. Vous vous battez d'un côté contre les Allemands, militairement, mais économiquement. Et par conséquent, politiquement, vous êtes en train de reprendre exactement leur leçon. Le travaillisme anglais vous conduira au nazisme de type allemand. Le plan Beveridge, eh bien, c'est quelque chose qui vous mènera au plan Göring, au plan quadriennal de 1934. Et par conséquent, ils ont essayé de repérer une sorte d'invariant économico-politique que l'on pourrait retrouver dans des régimes politiques aussi différents que le nazisme et l'Angleterre parlementaire, que l'Union soviétique et que l'Amérique d'une boutique. Ils ont essayé de repérer cet invariant relationnel dans ces différents régimes, dans différentes situations politiques, et ils ont posé le principe que la différence essentielle n'était pas entre socialisme et capitalisme. La différence essentielle n'était pas non plus entre telle structure constitutionnelle et telle autre. Le vrai problème était entre une politique libérale et n'importe quelle autre forme d'interventionnisme économique, qu'il prenne la forme relativement douce du keynésisme ou qu'il prenne la forme drastique d'un plan autarcique comme celui de l'Allemagne. On a donc un certain invariant qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'invariant antilibéral, qui a sa logique propre et sa nécessité interne. C'est cela que les ordolibéraux ont déchiffré dans l'expérience nazie. Deuxième leçon qu'ils ont tirée du nazisme, c'est celle-ci. Le nazisme, on dit, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement et avant tout la croissance indéfinie d'un pouvoir étatique. À dire vrai, ceci qui nous paraît maintenant un lieu commun, présentait un certain paradoxe et représentait aussi un certain coup de force théorique ou analytique. Car à dire vrai, quand on regarde la manière dont a fonctionné l'Allemagne nationale socialiste, je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en première approche, du moins, ça a été la tentative la plus systématique de mise en état de dépérissement de l'État. Le nazisme, c'est le dépérissement de l'État pour un certain nombre de raisons. Premièrement, cela apparaît dans la structure juridique même de l'Allemagne nationale socialiste, puisque vous savez bien que, premièrement, l'État dans l'Allemagne nationale socialiste avait perdu son statut de personnalité juridique dans la mesure où l'État ne pouvait en droit être défini que comme l'instrument de quelque chose qui était, lui, le véritable fondement du droit, à savoir le peuple, le folk. Le folk, dans sa constitution, dans sa constitution communautaire, sa constitution du sens juridique, dans son organisation de communauté, le peuple comme Gemeinschaft, c'est cela qui est à la fois le principe du droit et l'objectif dernier de toute organisation, de toute institution juridique, État compris. L'État peut bien exprimer le Volk, peut bien exprimer la Gemeinschaft, il peut bien être la forme dans laquelle cette Gemeinschaft va à la fois se manifester et produire ses actions, mais l'État ne sera rien de plus que cette forme, ou plutôt que cet instrument. Deuxièmement, dans le nazisme, l'État se trouve disqualifié en quelque sorte de l'intérieur, puisque vous savez bien que dans le nazisme, le principe de fonctionnement intérieur des appareils, de tous les appareils, n'était pas une hiérarchie de type administratif avec le jeu de l'autorité et de la responsabilité caractéristique de l'administration européenne depuis le XIXe siècle. C'était le principe du Führertum, c'était le principe de la conduction auquel devait répondre la fidélité et l'obéissance, c'est-à-dire que rien dans la forme même
de la structure étatique ne devait être conservé quant à la communication verticale, de bas en haut et de haut en bas, entre les différents éléments de cette Gemeinschaft, de ce Volk. Enfin, troisièmement, l'existence du parti. Et tout l'ensemble législatif qui réglait les rapports entre l'appareil administratif d'une part et le parti faisait porter l'essentiel de l'autorité sur le parti aux dépens de l'État. La destruction systématique de l'État, en tout cas sa minorisation, à titre de pur et simple instrument de quelque chose qui était la communauté du peuple, qui était le principe du Führer, qui était l'existence du parti, cette subordination de l'État marque bien la position subordonnée qu'il avait. Or, à cela, déchiffrant cette situation, les ordolibéraux répondent: ne vous y faites pas, ne vous y trompez pas. En fait, apparemment, l'État disparaît. Apparemment, l'État est subordonné, rogné. Il n'en reste pas moins que si l'État est ainsi subordonné, c'est tout simplement que les formes traditionnelles de l'État du XIXe siècle ne peuvent pas faire face à cette nouvelle demande d'étatisation que justement la politique économique choisie par le Troisième Reich demandait. En fait, si vous vous donnez ce système économique dont je vous ai parlé à l'instant, si vous vous donnez ce système économique, il vous faut pour le faire fonctionner une sorte de surétat, de supplément d'État que les formes organisationnelles et institutionnelles qu'on connaît maintenant ne peuvent pas assurer, d'où la nécessité précisément pour ce nouvel État de se déborder lui-même par rapport aux formes que l'on connaît et de créer ces sortes de suppléments d'État, d'intensificateurs du pouvoir d'État que représente le thème de la Gemeinschaft, que représente le principe de l'obéissance au Führer, que représente l'existence du parti. C'est donc des suppléments d'État, en quelque sorte un État en train de naître, des institutions en voie d'étatisation que représentent toutes ces choses que les nazis présentent au contraire comme la destruction de l'État bourgeois et capitaliste. Et par conséquent, ceci leur permet de tirer une autre conclusion, c'est qu'en fait, entre cette organisation économique dont je vous parlais tout à l'heure et cette croissance d'État, il y a un lien nécessaire, ce qui fait qu'aucun des éléments du système économique ne peut être donné sans que les trois autres n'arrivent petit à petit après, c'est que chacun de ces éléments demande précisément, pour être mis en place et pour fonctionner, la croissance du pouvoir d'État. L'invariant économique d'une part et la croissance d'un pouvoir d'État, même dans des formes apparemment aberrantes par rapport à l'État classique, sont deux choses qui sont absolument liées l'une à l'autre. Enfin, troisième coup de force, si vous voulez, que le nazisme a permis aux néolibéraux d'opérer par rapport aux problèmes qu'ils voulaient résoudre, c'est celui-ci. C'est cette analyse que les nazis faisaient de la société capitaliste, bourgeoise, utilitariste, individualiste, etc. Analyse, si vous voulez, qu'on peut indexé à Zombart dans la mesure où c'est Zombart qui, dans sa trajectoire entre un quasi-marxisme et un quasi-nazisme, a, entre 1900 et 1930, formulé ses résumés. Le meilleur résumé se trouve dans son livre Der Deutsche Sozialismus, où il dit qu'est-ce que l'économie et l'État bourgeois et capitaliste ont produit? Ils ont produit une société dans laquelle les individus sont arrachés à leur communauté naturelle et réunis les uns aux autres dans une forme en quelque sorte plate et anonyme qui est celle de la masse. Le capitalisme produit la masse. Le capitalisme produit par conséquent ce que Zombart n'appelle pas exactement unidimensionnalité, mais dont il donne exactement la définition. Le capitalisme et la société bourgeoise ont privé les individus de communication directe et immédiate les uns avec les autres
et ils les ont contraints à ne communiquer que par l'intermédiaire d'un appareil administratif et centralisé. Il a donc réduit les individus à l'état d'atomes soumis à une autorité abstraite dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. La société capitaliste a également astreint les individus à un type de communication, à un type de consommation massive qui a des fonctions d'uniformisation et de normalisation. Enfin, cette économie bourgeoise et capitaliste a voué les individus à n'avoir au fond de communication les uns avec les autres que par le jeu des signes et des spectacles. Bon, vous avez chez Sombart, en fait, dès les années 1900, cette critique que vous connaissez bien, qui est devenue maintenant un des lieux communs d'une pensée dont on ne sait pas très bien quelle est l'articulation ou l'ossature, qui est cette critique de la société de masse, société de l'homme unidimensionnel, société de l'autorité, société de la consommation, société du spectacle, etc. Voilà ce que disait Sombart. Voilà ce que d'ailleurs les nazis ont repris à leur compte. Et c'est bien par opposition à cette destruction de la société par l'économie et l'État socialiste que les nazis ont proposé de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais, disent les néolibéraux, en fait, si on regarde les choses, les nazis, avec leur organisation, leur parti, leur principe du Führertum, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font en réalité rien d'autre que d'accentuer cette société de masse, cette société de consommation uniformisante et normalisante, cette société de signes et de spectacles. Regardons ce que c'est que la société nazie telle qu'elle fonctionne. On est entièrement dans l'ordre de la masse de Nuremberg, le spectacle de Nuremberg, la consommation uniforme pour tout le monde, l'idée de la Volkswagen, etc., etc. Tout ceci n'est que la reconduction, l'intensification de tous ces traits de la société capitaliste et bourgeoise que Sombart avait dénoncé et contre laquelle les nazis prétendaient s'élever. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'ils ne font que reconduire ce qu'ils prétendent dénoncer, sinon précisément parce que tous ces éléments ne sont pas, comme le prétendait Sombart et comme le prétendent les nazis après eux, l'effet et le produit de la société capitaliste et bourgeoise. C'est au contraire le produit et l'effet d'une société qui économiquement n'accepte pas le libéralisme, d'une société, ou plutôt d'un État qui a choisi une politique protectionniste, une politique de planification, une politique dans laquelle le marché ne joue pas son rôle et où c'est l'administration étatique ou para-étatique qui prend en charge l'existence quotidienne des individus. Ces phénomènes de masse, ces phénomènes d'uniformisation, ces phénomènes de spectacle, tout cela, c'est lié à l'étatisme, c'est lié à l'antilibéralisme et non pas lié à une économie marchande. L'expérience nazie pour les libéraux de Fribourg, ça a été qu'ils ont cru pouvoir établir, et c'est là, si vous voulez, leur choix d'adversaire, la manière dont ils ont articulé ce champ d'adversité qui était nécessaire pour le déploiement de leur stratégie, pour la définition de leur stratégie, eh bien, ils ont établi que le nazisme, premièrement, relève d'un invariant économique, indifférent et comme imperméable à l'opposition socialisme-capitalisme et à l'organisation constitutionnelle des États. Deuxièmement, ils ont cru pouvoir établir que ce national-socialisme était un invariant qui était absolument lié, à la fois comme cause et comme effet, à la croissance indéfinie d'un pouvoir d'État. Troisièmement, que cet invariant lié à la croissance de l'État avait pour effet majeur, premier et visible, une destruction du réseau, du tissu, de la communauté sociale, destruction qui précisément appelle par une sorte de réaction en chaîne, de réaction en boucle, qui appelle précisément et un protectionnisme, et une économie dirigée, et une croissance du pouvoir d'État. En gros,
tout ce qui s'oppose au libéralisme, tout ce qui se propose de gérer étatiquement l'économie, constitue donc un invariant dont on peut voir l'histoire à travers tout le développement des sociétés européennes depuis la fin du XIXe siècle et depuis plus exactement le début du XIXe, c'est-à-dire depuis le moment où la pratique libérale, l'art libéral de gouverner s'est en quelque sorte intimidé lui-même devant ses propres conséquences et où il a essayé de limiter les conséquences qu'il aurait dû tirer lui-même de son propre développement, il a essayé de les limiter par quoi ? Eh bien par une technique d'intervention qui consistait à appliquer à la société et à l'économie un type de rationalité que l'on considérait comme valable à l'intérieur des sciences de la nature, bref, en gros, ce qu'on appelle la technique, la technicisation de la gestion étatique, du contrôle de l'économie, la technicisation aussi dans l'analyse même des phénomènes économiques, c'est cela que les ordo-libéraux appellent l'éternel saint-simonisme, et ils font naître avec Saint-Simon cette espèce de vertige pris par l'art libéral de gouverner, vertige qui lui fait chercher dans l'application à la société de schémas de rationalité propres à la nature, un principe de limitation, un principe d'organisation qui a conduit finalement au nazisme. De Saint-Simon au nazisme, vous avez donc le cycle d'une rationalité qui entraîne des interventions qui entraînent une croissance de l'État qui entraîne la mise en place d'une administration qui fonctionne elle-même selon des types de technicité, de rationalité technique, qui constitue précisément la genèse du nazisme à travers toute l'histoire du capitalisme depuis 2 siècles, en tout cas depuis 1 siècle et demi. Bon. Faisant ce type d'analyse, vous voyez bien que les ordo-libéraux, bon, je schématise bien sûr tout ce qu'ils ont dit entre les années 1935 et 1945 ou 50, bon, mais vous voyez qu'en lançant ce type d'analyse, on confond de la réflexion politique, de l'analyse économique et de la sociologie, les ordo-libéraux ont lancé un joli brûlot, puisque c'est à travers ce genre d'analyse que se sont précipités tout un type de discours et d'analyse que vous connaissez bien, les critiques traditionnelles de la société bourgeoise, les analyses de la bureaucratie, le thème du nazisme que nous avons tous dans nos têtes, le thème du nazisme comme révélateur et point ultime d'un développement en quelque sorte historiquement naturel du capitalisme, la théologie négative de l'État comme mal absolu, la possibilité de balayer dans une même critique aussi bien ce qui se passe en Union soviétique que ce qui se passe aux USA, les camps de concentration nazis et les fiches de la sécurité sociale, etc. Tout cela, vous le connaissez bien, et c'est dans cette série des coups de force théoriques et analytiques de l'ordolibéralisme qu'on en trouve, je crois, l'origine. Mais l'essentiel, pour moi, et par rapport à ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas là. C'est plutôt dans la conséquence que les ordo-libéraux ont tiré de cette série d'analyses. À savoir, puisque la défectuosité qui était reprochée à l'économie de marché, puisque les effets destructeurs que traditionnellement on objectait à l'économie de marché, eh bien puisque le nazisme montre que ce n'est pas du tout à l'économie de marché qu'il faut les attribuer, mais qu'il faut en faire porter la responsabilité, au contraire, sur l'État, et quelque sorte les défectuosités intrinsèques de l'État et de sa rationalité propre, eh bien par conséquent, il faut faire basculer entièrement les analyses. Et, au lieu de se dire, soit une économie de marché relativement libre, comment est-ce que l'État doit la limiter pour que ses effets soient le moins nocifs possible, il faut raisonner tout autrement. Il faut dire, l'économie de marché, rien ne prouve qu'elle a des défauts, rien ne prouve qu'elle a une défectuosité intrinsèque, puisque tout ce qu'on lui attribue comme défaut et comme effet de sa défectuosité, c'est à l'État qu'il faut attribuer, eh bien,
faisons l'inverse et demandons à l'économie de marcher. Bien plus que ce qui lui avait été demandé au XVIIIe siècle. Car au XVIIIe siècle, on demandait à l'économie de marcher quoi? De dire à l'État, à partir de telles limites, quand il s'agira de telles questions, et à partir des frontières de tel domaine, là tu n'interviendras plus. Ce n'est pas assez, disent les ordos libéraux. Il faut au contraire, puisqu'il s'avère que l'État, de toute façon, est porteur de défectuosité intrinsèque et que rien ne prouve que l'économie de marché en a de ses défauts, eh bien, demandons à l'économie de marché d'être en elle-même, non pas le principe de limitation de l'État, mais le principe de régulation interne de l'État de bout en bout de son existence et de son action. Autrement dit, au lieu d'accepter une liberté de marché définie par l'État et maintenue en quelque sorte sous surveillance étatique, qui était en quelque sorte la formule de départ du libéralisme, établissons un espace de liberté économique, circonscrivons-le et laissons-le circonscrire par un État qui le surveillera, eh bien, disent les ordres libéraux, il faut entièrement retourner la formule et se donner la liberté de marché comme principe organisateur et régulateur de l'État depuis le début de son existence jusqu'à la dernière forme de ses interventions. Autrement dit, un État sous surveillance de marché plutôt qu'un marché sous surveillance de l'État. Eh bien, je crois que c'est là, dans cette espèce de retournement qui n'a été possible pour les ordos libéraux qu'à partir de l'analyse qu'ils ont fait du nazisme, eh bien, je crois que c'est à partir de là qu'ils ont pu effectivement, en 1948, poser le problème, essayer de résoudre le problème qui leur était proposé, à savoir un État qui n'existe pas, un État qu'il faut arriver à légitimer, un État qu'il faut rendre acceptable aux yeux de ceux qui s'en méfient le plus, eh bien, donnons-nous la liberté de marcher et nous aurons à la fois un mécanisme qui fondera l'État et qui, en le contrôlant, donnera à tous ceux qui ont quelques raisons de s'en méfier les garanties qu'ils demandent. C'est là donc, je crois, que s'est fait ce renversement. Et c'est là, je crois, que l'on peut situer ce qu'il y a d'important, de décisif dans le néolibéralisme actuel. Car il ne faut pas se faire d'illusions. Le néolibéralisme actuel, ce n'est pas du tout, comme on le dit trop souvent, la ressurgescence, la récurrence d'une vieille forme d'économie libérale formulée au XVIIIe et au XIXe siècle et que le capitalisme actuellement réactiverait pour un certain nombre de raisons qui tiendraient aussi bien à son impuissance, aux crises qu'il traverse, qu'à un certain nombre d'objectifs politiques plus ou moins locaux et déterminés. En fait, ce qui est en question dans ce néolibéralisme actuel, que l'on prenne la forme allemande, que j'évoque plus précisément maintenant, ou qu'on prenne la forme américaine de l'anarcho-libéralisme, ce dont il est question, c'est quelque chose de bien plus important. Ce dont il est question, c'est de savoir si effectivement une économie de marché peut servir de principe, de forme et de modèle pour un État sur les défauts duquel actuellement, à droite comme à gauche, pour une raison ou pour une autre, tout le monde se méfie. Faire la critique de l'État, repérer les effets destructeurs et nocifs de l'État, de cela tout le monde est d'accord. Mais à l'intérieur de cette critique générale, de cette critique confuse, puisque d'ailleurs vous l'avez retrouvée, de Zombart à Marcuse sans beaucoup de différence. Bon, à travers et à l'ombre en quelque sorte de cette critique, est-ce que effectivement le libéralisme va pouvoir faire passer ce qui est son véritable objectif, c'est-à-dire une formalisation générale des pouvoirs de l'État et de l'organisation de la société à partir d'une économie de marché? Est-ce que le marché peut avoir effectivement pouvoir de formalisation et pour l'État et pour la société? C'est ça le problème important, capital du libéralisme actuel. Et c'est dans cette mesure-là qu'il représente, par rapport aux projets libéraux traditionnels,
ce qu'on a vu naître au XVIIIe siècle, une mutation absolument importante. Il ne s'agit pas simplement de laisser l'économie libre, il s'agit de savoir jusqu'où vont pouvoir s'étendre les pouvoirs d'information politiques et sociaux de l'économie de marché. Voilà l'enjeu. Bon. Eh bien, pour répondre, oui, l'économie de marché peut effectivement et informer l'État et réformer la société, ou réformer l'État et informer la société. Eh bien, les ordo-libéraux, les néolibéraux ont opéré un certain nombre de déplacements, de transformations, d'inversion dans la théorie libérale, enfin plutôt dans la doctrine libérale traditionnelle, et ce sont ces transformations que je voudrais expliquer un petit peu maintenant. Sinon, je m'aperçois qu'il est tard, je ne sais pas très bien si je vais commencer maintenant pour... Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Bon. 5 minutes, pas plus. Hein. Bon. Alors, premier déplacement, vous voulez celui de l'échange, un déplacement qui irait de l'échange à la concurrence dans le principe du marché. Pour dire les choses, là encore, très grossièrement. Dans le libéralisme du XVIIIe siècle, le marché, il était défini par quoi, ou plutôt, il était décrit à partir de quoi? Il était défini et décrit à partir de l'échange. L'échange libre entre deux partenaires qui établissent par leur échange même une équivalence entre deux valeurs. Le modèle et le principe du marché, c'était l'échange, et la liberté du marché, la non-intervention d'un tiers, d'une autorité quelconque, a fortiori d'une autorité de l'État, était impliquée bien sûr pour que ce marché soit valable et pour que l'équivalence soit bel et bien l'équivalence. Bon, tout au plus demandait-on à l'État de surveiller la bonne marche du marché, c'est-à-dire de faire en sorte que soit respectée la liberté de ceux qui échangent. L'État n'avait donc pas à intervenir à l'intérieur du marché. Ce qu'on demandait à l'État, en revanche, c'était d'intervenir dans la production, en ce sens que, disaient les économistes libéraux du milieu du XVIIIe siècle, au fond, ce dont on a besoin, c'est lorsqu'on produit quelque chose, c'est-à-dire que lorsqu'on est en train d'investir du travail dans quelque chose, il faut que soit respectée par tout le monde la propriété individuelle de cette chose qu'on produit. Et c'était là, dans cette nécessité de la propriété individuelle pour la production, que l'on demandait l'autorité de l'État. Mais le marché, lui, devait être en quelque sorte place nette et place libre. Bon. Or, pour les néolibéraux, l'essentiel du marché, ce n'est pas dans l'échange, dans cette espèce de situation primitive et fictive que les économistes libéraux du XVIIIe siècle se donnaient. Il est d'ailleurs l'essentiel du marché, il est dans la concurrence. Bon, en cela d'ailleurs, les néolibéraux ne font que suivre toute une évolution de la pensée, de la doctrine et de la théorie libérale au cours du XIXe siècle. Pratiquement, on admet à peu près partout dans la théorie libérale depuis la fin du XIXe siècle que l'essentiel du marché, c'est la concurrence, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équivalence, c'est au contraire l'inégalité. C'est l'inégalité et le problème concurrence-monopole est beaucoup plus que le problème de la valeur et des équivalences, ce qui a constitué l'armature essentielle d'une théorie du marché. Là-dessus, les ordo-libéraux ne se différencient donc pas du tout de ce qui avait été l'évolution historique de la pensée libérale. Ils reprennent cette conception classique et ils reprennent le principe que la concurrence, et la concurrence seule, peut assurer la rationalité économique. Elle peut assurer la rationalité économique par quoi? Eh bien, par la formation de prix qui sont susceptibles, dans la mesure même où il y a concurrence pleine et entière, de mesurer les grandeurs économiques et par conséquent de régler les choix. Mais c'est là où se produit, par rapport à ce libéralisme centré sur le problème de la concurrence, à cette théorie du marché centrée sur la concurrence, c'est là que les ordo-libéraux vont introduire quelque chose qui est, je crois, spécifique à eux. En effet,
dans la conception, disons, 19e siècle, 20e siècle, néo-marginaliste, comme vous voudrez, marginaliste, néo-marginaliste de l'économie de marché, bon, on dit ceci. Puisque le marché ne peut fonctionner que par la concurrence libre et entière. Il faut par conséquent que l'État s'abstienne de modifier l'état de concurrence tel qu'il existe, et il faut qu'il se garde bien d'introduire par des phénomènes de monopole, par des phénomènes de contrôle, etc., un certain nombre d'éléments qui modifieraient cet état de la concurrence. Tout au plus doit-il intervenir, l'État, pour empêcher que cette concurrence ne soit altérée par tel ou tel phénomène, comme par exemple le phénomène du monopole. Il tire donc, ou plutôt il continue à tirer de ce principe de l'économie de marché la même conséquence que celle qui était tirée au XVIIIe siècle quand on définissait l'économie de marché par l'échange, à savoir le laisser-faire. Autrement dit, pour les économistes du XVIII, pour les libéraux du XVIIIe siècle, comme pour les libéraux du XXe siècle, du principe de l'économie de marché, on tire la nécessité du laisser-faire. Les uns déduisent de l'échange, les autres de la concurrence, mais de toute façon, la conséquence logique, la conséquence politique aussi de l'économie de marché, c'est le laisser-faire. Eh bien, c'est là que les ordo-libéraux rompent avec la tradition du libéralisme du XVIIIe et du XIXe siècle. Et ils disent, du principe de la concurrence comme forme organisatrice du marché, on ne peut pas tirer le laisser-faire. On ne peut pas tirer le laisser-faire. Pourquoi ? Parce que, disent-ils, lorsque de l'économie de marché, vous tirez le principe du laisser-faire, c'est qu'au fond, vous êtes encore pris à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une naïveté naturaliste. C'est-à-dire que vous considérez que le marché, qu'il soit défini par l'échange ou qu'il soit défini par la concurrence, est de toute façon une sorte de donnée de nature, de quelque chose qui se produit spontanément et que l'État devrait respecter dans la mesure même où c'est une donnée de nature. Mais, disent les ordo-libéraux, c'est là où on repère très facilement l'influence de Husserl, voilà une naïveté naturaliste. Car en fait, qu'est-ce que c'est que la concurrence ? Ce n'est absolument pas une donnée de nature. La concurrence, dans son jeu, dans ses mécanismes et dans ses effets positifs que l'on repère et que l'on valorise, la concurrence, ce n'est pas du tout un phénomène de nature, ce n'est pas le résultat d'un jeu naturel des appétits, des instincts, des comportements, etc. En réalité, la concurrence ne doit ses effets qu'à l'essence qu'elle détient, qui la caractérise et qui la constitue. Les effets bénéfiques de la concurrence, on les doit non pas à une antériorité de nature ou à une donnée naturelle qu'elle porterait avec elle, elle la doit à un privilège formel. La concurrence, c'est une essence. La concurrence est un eidos. La concurrence est un principe de formalisation. La concurrence a une logique interne, elle a sa structure propre. Ses effets ne se produisent qu'à la condition que cette logique soit respectée. C'est en quelque sorte un jeu formel entre des inégalités. Ce n'est pas un jeu naturel entre des individus et des comportements. Et tout comme pour Husserl, une structure formelle ne se donne pas à l'intuition sans un certain nombre de conditions, de la même façon. La concurrence, comme logique économique essentielle, n'apparaîtra et ne produira ses effets que sous un certain nombre de conditions qui auront été soigneusement et artificiellement aménagées. C'est-à-dire que la concurrence pure n'est donc pas une donnée primitive, ça ne peut être que le résultat d'un long effort, et à dire vrai, la concurrence pure, elle ne sera jamais atteinte. La concurrence pure, ça doit être, et ça ne peut être qu'un objectif qui suppose par conséquent une politique indéfiniment active.
La concurrence, c'est donc un objectif historique de l'art gouvernemental, ce n'est pas une donnée de nature à respecter. Bon, on trouve là, bien sûr, dans ce type d'analyse, et l'influence de Husserl, inutile de le dire, et la possibilité d'articuler un peu à la manière de Weber l'histoire sur l'économie. Et ils disent, la concurrence comme mécanisme formel, l'analyse de cette concurrence, le repérage de ses effets optimum, eh bien c'est à la théorie économique de le faire. Mais ce qui se passe réellement dans les sociétés que nous connaissons, ça ne peut jamais être à partir de cette théorie de la concurrence qu'on peut le faire. On ne peut les analyser qu'en prenant les systèmes historiques réels à l'intérieur duquel ces processus économiques formels jouent, sont formés ou sont déformés, et par conséquent, on a là la nécessité d'une analyse historique des systèmes qui croisent en quelque sorte, comme une horizontale croiserait une verticale, l'analyse formelle des processus économiques. L'économie analyse les processus formels, l'histoire va analyser les systèmes qui rendent possible ou impossible le fonctionnement de ces processus formels. Du coup, et c'est là la troisième conséquence qu'il tire de cela, c'est que entre une économie de concurrence et un État, vous voyez bien que le rapport ne peut plus être de délimitation réciproque de domaines différents. Il ne va pas y avoir le jeu du marché qu'il faut laisser libre, et puis le domaine où l'État commencera à intervenir, puisque précisément le marché, ou plutôt la concurrence pure, qui est l'essence même du marché, ne peut apparaître que si elle est produite, et si elle est produite par une gouvernementalité active. On va donc avoir une sorte de recouvrement entier des mécanismes de marché indexés sur la concurrence et de la politique gouvernementale. Le gouvernement doit accompagner de bout en bout une économie de marché. L'économie de marché ne soustrait pas quelque chose au gouvernement. Elle indique, au contraire, elle constitue l'index général sous lequel il faut placer la règle qui va définir toutes les actions gouvernementales. Il faut gouverner pour le marché plutôt que de gouverner à cause du marché. Et dans cette mesure-là, vous voyez que le rapport défini par le libéralisme du XVIIIe siècle est entièrement inversé. Problème alors, quel va être le type de délimitation, plutôt quel va être, pour ce qui est de l'art de gouverner, l'effet de ce principe général que le marché, c'est ce que finalement il faut arriver à produire dans le gouvernement. Un peu comme dans un bon feuilleton, mais c'est ça que j'essaierai de vous expliquer la suite.